Béatrice Darmagnac est avec nous. Béatrice Darmagnac que l'on retrouve à l'association Ménio Passion ici à Ménio pour une nouvelle exposition. Elle était venue avec En attendant la mer. On la retrouve pour Caprice. Euh, Caprice, ça veut dire quoi? Alors caprice, le mot en lui-même évoque beaucoup de choses qui ont rapport peut-être avec l'enfance, etc. aujourd'hui, mais qui, dans ma recherche par rapport à la relation de l'homme au paysage, correspond plus en fait à des références italiennes euh, et du capriccio, c'est-à-dire de la construction d'un paysage imaginaire, entre imaginaire et réel, quelque chose d'intermédiaire comme ça, qui construit en fait donc un paysage, véritablement du coup, soit par la peinture, soit par la sculpture, soit par des dessins et tout autre médium. Alors là, nous, on est dans un jardin pas loin du Pigeonnier Octroi où aura lieu dans quelques minutes l'inauguration de cette exposition qu'on peut retrouver donc jusqu'à fin septembre à Méniotosia. Euh, le pigeonnier a été restauré, mais c'est pas tout à fait pareil. Le paysage était différent. Il y avait d'autres bâtiments. Tout à fait. La restauration du pigeonnier, en fait, a été réalisée uniquement en partie, si on veut dire. La restauration du site où est posé le pigeonnier est, a été effectuée en partie parce que juste à côté, en fait, existait un bâtiment agricole euh, mais qui a été détruit il y a quelques années, pas si loin que cela finalement, dans les années 80 à peu près, il me semble que ça a été détruit. Parce que beaucoup de personnes en fait ont encore soit le bâtiment en mémoire, euh, des habitants de Ménio, mais aussi du secteur, parce qu'il y a quand même pas mal de passages pour cette colline. Euh, et ce bâtiment en fait a été complètement effacé. Son histoire, son histoire a été conservée dans les mémoires, mais son réel de construction a été complètement effacé parce qu'il a carrément été enfoui et réparti sur le sol autour du pigeonnier. Ce caprice est un clin d'œil à ce bâtiment. Exactement, c'est en fait véritablement une évocation parce que il a été en ruine pendant un temps. Et au lieu de le reconstruire, on va dire, comme un bâtiment à échelle 1 de ce qu'il était, le choix a été plutôt de représenter, évoquer la ruine qu'il y avait juste avant qu'il soit complètement détruit. Bon, parce que c'est vrai que j'aime les ruines aussi. Disons que dans l'histoire du paysage et des jardins, la ruine est un élément absolument euh, très important, que ce soit donc dans les fameuses constructions de Capriccio en Italie, mais aussi dans les jardins anglais, avec les fausses ruines qui étaient très chics. Euh, et, euh, et parce que quelque part je développe tout un travail autour de la possibilité d'une catastrophe latente, d'une fragilité. Euh, voilà, la ruine évoque un peu tout ça. C'est le côté éphémère, passage du temps. Toujours passionné par l'espace et la matière. Ah, toujours. Toujours, en tant que sculpteur, je dis pas sculpteuse ni sculptrice, je trouve ça très moche. En tant que sculpteur, oui, je me positionne en tant que sculpteur dans l'histoire de l'art. En toute modestie en même temps, hein, mais je pense avoir réfléchi l'espace, la temporalité, la matérialité des œuvres, comme tous les sculpteurs qui m'ont précédé en fait. Et voilà, avec ma recherche très particulière autour de la matière inframince, des possibles projections lorsqu'on
Je mets en place en fait des structures, même à la limite de la matière, comme aujourd'hui, avec des gabions structurés, composés, assemblés. On parle quand même aussi d'autre chose que simplement ce que l'on voit, parce que déjà c'est une œuvre qui doit être expérimentée en direct. On doit pénétrer à l'intérieur de l'œuvre pour avoir un ressenti très particulier de l'œuvre. Et les grenouilles et les grenouilles sont tout à fait d'accord. participent à notre entretien. La magie du direct. Et voilà. Et Les matériaux changent. La dernière fois, on était sur du bois, sur En attendant la mer, avec un gigantesque ponton accolé au pigeonnier. Là, on passe sur le métal. Alors, ce sont deux œuvres totalement différentes en fait. Une que j'ai construite avec le collectif DF, donc avec Arnaud, Jade et Ambre. Et le second, je l'ai plutôt conçu seul. Le matériau bois était véritablement logique pour la construction d'un ponton et pour pouvoir en fait solliciter en fait justement toujours pareil cette projection de l'imaginaire des gens dans un paysage, même si c'était quelque chose de complètement décalé par rapport au lieu, c'est-à-dire on n'imagine absolument pas trouver un ponton avec des canoës et des bateaux attachés trop courts parce qu'on attend la mer, mais c'est bien parce que s'il n'y a pas ce bois pour construire le ponton, on ne peut pas se projeter. On ne peut pas imaginer qu'effectivement on puisse à un moment donné, soit dans un temps passé, soit dans un temps futur, dans une projection, à nouveau utiliser des bateaux ici, quoi. Alors que c'est le cas. On a utilisé, non, enfin, on aurait pu utiliser des bateaux à une certaine période parce qu'il y avait donc la mer juste en bas de la colline. Et on pourrait éventuellement réutiliser ces bateaux dans un temps de plus en plus proche, nous dirait le GIEC, avec les dernières, le dernier rapport qu'ils viennent de sortir. Est-ce que, justement, tu aimes bien avoir des messages? Là, tu viens d'en avoir un. On rappelle, cette exposition aurait dû avoir lieu l'an dernier. Oui. Elle a dû être décalée l'an dernier à cause du Covid. Tu nous as dit que les Caprices, c'était à la fois une représentation réelle et irréelle avec une sorte de projection. Est-ce que aujourd'hui, tu crois que plus que jamais, dans un monde où on a été confiné et où on nous imposait de faire ce qu'on devait faire, on a besoin, les individus ont besoin de projection? Alors, effectivement, la projection, enfin, je pense que c'est quelque chose, selon les personnes, bien sûr, hein, je ne veux pas faire de généralité non plus, mais malgré tout, je pense que c'est quelque chose d'indispensable et qui fait tenir et affronter le présent, tout simplement. Et cette capacité de projection, en fait, elle est tout à fait constructive, comme elle pourrait être destructive, hein. Chacun son mode. Hein. On a plutôt tendance à être l'un ou l'autre, on va dire. En tant que sculpteur et constructeur, quelque part. Oui, la projection pour moi est absolument indispensable pour me donner un cap. Voilà. Alors justement, tu as devant toi, les gens ne voient pas parce que le téléphone qui sert de vidéo et tient la bière, est tenu par la bière que je ne peux pas boire moi parce que sinon il va tomber. Mais le catalogue de l'exposition, qui n'est pas qu'un catalogue de l'exposition, parce qu'on y voit d'autres choses, justement, il s'appelle Projection. C'est une sorte de parcours de tout ce que tu as fait autour de la matière. Alors c'est un choix d'œuvre qui en fait à un endroit, avec une œuvre ou une autre, en fait, cale certaines choses. On va parler de modulation, de matériaux. Pourquoi est-ce qu'on construit avec tel matériau plutôt qu'un autre? Il faut de toute façon être très probant entre le concept, le propos et le matériau, sinon il y a des illogismes. Pour moi, c'est même pas la peine que je fasse la pièce. Si je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas ensemble,
suis assez compliquée, assez exigeante là-dessus. Le fait aussi d'évoquer diverses réalités, c'est-à-dire, par exemple, celui-ci s'appelle Dreamcatcher. Dreamcatcher, ça évoque aussi ces filets indiens qui sont construits pour attraper les mauvais rêves et lorsqu'ils sont soumis à la lumière, les détruire pour essayer d'avancer. Il y a cette idée aussi, voilà, de projection d'une façon ou d'une autre, de capter une matérialité qui est celle d'un rêve. Donc voilà, il y a on va dire quelque chose qui va commencer à parler de cette autre chose, autre matérialité que le rêve, la pensée, le songe, mais qui ne va pas rester pour moi, parce que Bachelard fait la phénoménologie des rêves et des matérialités avec l'eau, le feu, etc. Mais tout en restant en fait sur une possibilité de autre dimension. Donc pour moi, c'est une réalité véritable. C'est-à-dire c'est une matérialité qui peut être travaillée. Donc après, voilà, par exemple avec Poudreuse, on commence à parler de ces matérialités inframinces qu'on peut quand même, qui vont nous évoquer des paysages avec simplement des amas de poussière sur une simple plainte. J'aime beaucoup les choses très simples, très efficaces, très... Donc là, il y a tout un tas d'œuvres avec du cinéma, Voilà. avec tout un tas de choses différentes. Il y a même Vague. On dit 2 mots de Vague? Oui, La Vague? c'est un cap vague donc qui est là et qui donc prend cette référence de la grille qui est ultra importante pour moi et qui en fait permet de faire cette projection d'image d'une vague, parce que lorsqu'on évoque le mot vague, ça passe par le langage en fait, la sculpture passe par le langage en fait, là, avant même de passer par le visuel, parce qu'on est obligé de lire le titre, qui est donc la énième peinture, la énième couleur d'un tableau, comme dit Marcel Duchamp. Et du coup, lorsqu'on imagine une vague, on la voit et on la projette dans cette grille, un peu comme quand on était enfant, quand on devait on avait un exemple d'un côté, on devait reproduire de l'autre côté le modèle, dans le même espace, les mêmes dimensions, avec les mêmes traits, etc., pour être au plus proche du réel qui était présenté à côté. Là, la vague, en fait, parle à tout le monde. Et chacun, pourtant, a sa propre évocation de la vague à projeter dessus. Que ce soit celle de Koussaï, comme on disait tout à l'heure, celle de Courbet ou celle de la semaine dernière, si on est allé on a eu la chance d'aller à la mer. Ok, j'espère que ce catalogue sera sur le site de l'association. Voilà. Dernière question, puisque je parle de l'association, donc je parle de Ménio Passion et de Ménio. C'est la deuxième fois qu'on te retrouve ici. Tout à fait. Tu fais plein de choses à plein d'endroits différents. Oui. Deuxième retour ici. Oui. À part les oiseaux, les grenouilles, etc. Le bon vivre gersois. Qu'est-ce qui t'inspire ici? Quelle est ta relation avec ici? Alors, la relation avec ici et avec l'Artothèque en fait, parce que à chaque fois que j'ai travaillé ici, j'ai travaillé par le biais de l'Artothèque aussi, avec Christophe Bassetto. Et donc après avec l'association Ménio Passion, bon ben voilà, c'est tout simplement au-delà de construire une sculpture, il se passe autre chose. Il y a un échange en amont pour les diverses propositions, il y a un vote à l'unanimité, enfin pas à l'unanimité mais à la majorité, pour savoir quelle est exactement l'œuvre qui va être réalisée. Non, il y a vraiment un partage entre les membres de l'association pour en fait arriver après à une comment dire, à une vous faites plein de signes et du coup ça me déconcentre. Hop. Vraiment un partage entre tous les membres de l'association.
du choix jusqu'à la réalisation, en fait. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Il y a quelque chose de très familial et convivial que j'apprécie beaucoup. Ok, je crois que Béatrice, tout le monde vient de comprendre qu'il y avait du bruit autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques minutes va débuter l'inauguration de cette exposition où on va retrouver les deux qui font du bruit, oui, voilà. C'est-à-dire Christophe Bassetto de l'Artothèque de Gondrin et Serge Belliard, le président de l'association, qui sont juste derrière nous. Merci beaucoup, je te laisse finir ta bière et te concentrer 2 secondes. Ouais, et puis on était tranquillou au bord de la mare avec au bord des grenouilles avec les oiseaux, et on va retrouver dans quelques instants le public qui est là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-François.